Plus que quelques heures avant le coup d'envoi du sommet du G7 à Hiroshima au Japon, un sommet placé sous très haute sécurité, on en parlait dans la première partie, et pour cause, il y a quelques mois, l'attentat a visé le Premier ministre Fumio Kishida et son prédécesseur, lui, avait été assassiné il y a 10 mois. Les 7 pays les plus industrialisés de la planète veulent accentuer la pression sur la Russie, mais aussi faire face à la puissance chinoise. On en parle avec Christian Lequesne. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes professeur à Sciences Po Paris, spécialiste des questions internationales. Quels sont pour vous les grands enjeux de ce sommet? Rappelons tout de même les pays concernés: États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Canada. Il y a, à mon avis, deux points essentiels. Le premier, c'est d'abord le message qu'il faut serrer les rangs dans le monde occidental autour de la question des sanctions à l'égard de la Russie. Donc ça, c'est le premier message. Et le deuxième message, c'est qu'il faut renforcer la coordination des politiques occidentales à l'égard de la Chine. Autant le premier message, à mon avis, ne pose pas trop de problèmes de consensus, si vous voulez, entre notamment les Américains et les Européens. Le deuxième, c'est un peu plus compliqué, car il y a une rivalité entre les États-Unis et la Chine, dans laquelle un certain nombre de pays européens, et en particulier la France et l'Allemagne, ne souhaitent pas entrer complètement. Ouais. Donc voilà les deux sujets. Et bien sûr, il y a un sujet japonais aussi. C'est la question de Taïwan. Le message des Japonais qui, comme vous le savez, bien sûr, sont très proches des côtes taïwanaises, c'est de dire aux Occidentaux: ce qui est arrivé hier à l'Ukraine peut arriver demain à Taïwan, et nous avons besoin de tout le monde. L'Asie doit être l'affaire de l'ensemble des Occidentaux et donc aussi des Européens. Alors voilà donc pour les sujets essentiels. On comprend donc de quoi il va être question. Arrêtons-nous tout de même sur ces sanctions que vous avez évoquées. J'avais envie de vous dire, qu'est-ce qui peut être fait de plus? Eh bien, on parle beaucoup des diamants russes, et pour cause, ils ne font pas partie pour l'instant des sanctions. Ça a rapporté tout de même 5 milliards de dollars en 2021. Principaux clients: Émirats Arabes Unis, Inde et Belgique. Est-ce qu'une position peut être trouvée à ce sujet? Et qu'est-ce que ça changerait, franchement? Oui, alors c'est un des sujets parmi d'autres sur la question des sanctions, mais si vous voulez, le vrai problème de cette question, c'est d'éviter qu'un certain nombre de pays tiers, y compris la Chine d'ailleurs, ne favorisent le contournement des sanctions qui ont été prises par les Occidentaux. Et je pense qu'il y a des éléments plus importants que la question des diamants. C'est toutes les technologies sensibles, en particulier les semi-conducteurs, que les Chinois ont tendance à réexporter vers la Russie, et qui permettent bien sûr aux Russes de développer des systèmes d'armement qui se font au détriment de l'Ukraine. Donc ça, c'est le point important. Il n'y a pas d'ailleurs que la Chine, il y a d'autres pays qui sont concernés. Je pense à la Turquie aussi, qui risque de réélire dans quelques jours M. Erdogan. Donc là, il y a un message qui va être passé par les Occidentaux à tous ces pays tiers. Pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne comprennent pas forcément la géopolitique, est-ce que vous pouvez nous expliquer si la guerre en Ukraine, elle a reboosté, si l'on peut dire, pardon pour l'anglicisme, mais elle a redonné une dimension plus importante à ce G7? Il y a quelques années, certains observateurs disaient qu'il était un peu caduque. Je pense, parce que il y a une vraie position occidentale sur la question du conflit entre la Russie et l'Ukraine, et donc il est important d'un point de vue géopolitique que le monde occidental, c'est-à-dire les États-Unis et l'Europe, mais aussi le Canada, donc là on pourrait dire l'Amérique du Nord et l'Europe,
et le Japon puissent parler d'une seule voix quand on parle de sanctions, quand on parle d'agression, quand on parle de responsabilité juridique de crimes de guerre, etc. Mm. Donc oui, je pense que le retour de la géopolitique, finalement, a donné à cette organisation qui a été créée essentiellement pour faire de la coordination économique un nouveau rôle. Avant ce sommet, Stéphane Lequesne, voici ce que déclare l'Élysée. Ce n'est pas Christian Lequesne, ce n'est pas un G7 anti-chinois. Je cite vraiment l'Élysée, hein, ce n'est pas un G7 anti-chinois. Vous avez dit qu'il y avait des dissensions au sein du G7 sur la position face à la puissance de la Chine. Pourquoi la France préserve-t-il, si l'on peut dire, Pékin, après le voyage d'Emmanuel Macron qui avait fait beaucoup parler? Parce qu'il y a une rivalité claire entre la Chine et les États-Unis, et que l'Europe, pour la France, mais je pense que c'est vrai aussi pour l'Allemagne, ne souhaite pas entrer complètement dans cette querelle. C'est-à-dire que s'il y a un sujet sur lequel la France ne souhaite pas faire de suivisme, et je crois que c'est le mot qui a été même employé au mois d'avril dernier par le président Macron, c'est bien la question de la Chine. Mais pourquoi? Parce on veut se garder, si vous voulez, une certaine marge de manœuvre pour éviter d'avoir à coller complètement aux positions américaines, en sachant que sur la question de l'Ukraine, pour des questions de ressources militaires, la France a bien été obligée quand même d'accepter quelque part de coller à la position occidentale. Donc c'est la vieille doctrine gaulliste, si vous voulez, que M. Macron réactive à sa Il recevra manière. d'ailleurs Li Rui, dont on parlait dans la première partie. Li Rui, c'est le diplomate, l'émissaire et médiateur de la Chine. Hein. Oui, absolument, il le recevra, mais enfin, il n'est pas le seul. Li Rui fait une tournée en Europe, y compris d'ailleurs à Kiev, où il rencontre le président Zelensky. Alors, Christian Lequesne, pendant ce temps, la Chine, elle, reçoit les dirigeants d'Asie centrale, 5 ex-républiques soviétiques, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan. Très franchement, difficile de ne pas y voir un contre-sommet? Oui, bien entendu, la diplomatie chinoise, comme la diplomatie russe d'ailleurs, pour eux, le problème, si vous voulez, essentiel des relations internationales, c'est de faire en sorte que l'Occident, c'est-à-dire la réunion des États-Unis et de l'Europe, n'apparaisse pas comme l'acteur dominant. Donc le G7, ça incarne quelque part quand même la puissance de l'Occident. Et donc tout ce qui peut être fait, y compris symboliquement, pour le contrer, il va de soi qu'on peut compter sur la Chine pour le mettre en œuvre. Est-ce qu'on peut s'attendre d'ailleurs à des... on va peut-être poursuivre quand même sur cette question de ce sommet. La Russie, avec son invasion de l'Ukraine, elle a laissé un vide, ce qu'elle occupait, on peut dire, dans cette région d'Asie centrale. Est-ce que la Chine, avec Mali, elle tente pas justement, tout à la fois en soutenant la Russie d'un côté, de prendre un peu ce que la Russie ne prend plus de l'autre? Oui, parce que la Chine, si vous voulez, est alliée de la Russie quand il s'agit de diminuer le rôle de l'Occident, mais en même temps, elle n'est pas alignée sur la Russie. Et vous avez tout à fait raison. Si elle peut prendre des positions, notamment sur le plan économique, à la Russie dans la région, elle ne s'en privera pas. Et d'ailleurs, elle a très largement commencé, puisque tout le programme des routes de la soie est largement appliqué aux pays d'Asie centrale. Et d'ailleurs, ça se déroule dans une ville justement historique qui est berceau un peu de cette route de la soie. C'est la ville de Xi'an, dans le nord, extrémité orientale de l'ancienne route de la soie dont vous parlez. On voyait à l'image à l'instant Xi Jinping et Vladimir Poutine. On imagine Christian Lequesne qui suit avec attention ce qui se passe du côté de Tokyo, de côté d'Hiroshima, pardon. Ça va bientôt commencer, ce G7. Ils vont rendre coup pour coup. En général, c'est plutôt ce qui se passe depuis le début de la guerre en Ukraine.
Je ne suis pas certain d'avoir bien saisi votre Ils question. vont sans doute très vite réagir, Xi Jinping et Vladimir Poutine, à ce qui va se passer du côté d'Hiroshima. Ah oui, je pense qu'il y aura des déclarations, bien entendu, mais bon, vous savez, ça c'est le cours normal de la diplomatie. Je ne pense pas non plus que Xi Jinping prendra une position, enfin en tout cas dans sa communication, qui sera trop agressif, sauf sur la question bien sûr de Taïwan, car la réunification est un des points de son programme officiel. Il ne se prive pas pour le dire. Et un dernier mot pour finir, Christian Lequen, la Chine peut-elle vraiment faire taire les armes entre forces russes et ukrainiennes, selon vous? Non, je n'y crois pas du tout. Je pense que personne n'attache beaucoup de crédibilité à ce plan de médiation chinois, tout simplement aussi parce que les Ukrainiens, ce qu'ils veulent, c'est un modèle politique qui soit celui de l'Occident et non pas celui de la Chine. Donc pour eux-mêmes, si vous voulez, il y a des très grandes limites dans ce qu'ils peuvent accepter de la part des Chinois. Or, nous savons très bien que la Chine met en avant ce plan de paix en voulant aussi quelque part promouvoir sa gouvernance, c'est-à-dire un mode autoritaire de gouvernance qui est différent de celui des pays occidentaux. Et c'est là où je vois une très grande limite dans la réception de cette initiative de médiation chinoise par l'Ukraine d'une part, par les Occidentaux d'autre part. Merci beaucoup, Christian Lequen, de nous avoir donné des clés de réflexion, donc à la fois sur ce sommet du G7, mais aussi sur ce sommet entre la Chine et l'Asie centrale, donc en plein conflit russo-ukrainien. Merci à vous.